Salut les petits clous, si je vous dis civilisation disparue, il y a peu de chances que vous pensiez à la Chine, et pourtant ce pays abrite l'une des histoires les plus mystérieuses. Une civilisation qui démarre 1000 ans avant la chronologie traditionnelle, qui laisse des œuvres très déroutantes et qui disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. On va parcourir l'histoire de ce peuple des premières découvertes jusqu'à leur disparition, mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Tout commence en 1929 dans le sud-ouest de la Chine, au bord du fleuve Yangtze, dans la province du Sichuan. Un paysan souhaite construire son propre système d'irrigation et commence à creuser des tranchées. Après quelques coups de pioche, il découvre une fosse dans laquelle il y a des objets en jade et en pierre. Il prévient les autorités et l'équipe d'archéologues qui est envoyée sur place estime que les objets ont plus ou moins 3000 ans et qu'il s'agit de restes issus de la ville de Sanxingdui. En 1929, il n'y a pas de gros moyens pour l'archéologie, alors la datation des objets est très approximative, même si on verra plus tard qu'elle n'était pas si mal que ça, et surtout, il n'y a pas d'investigation profonde sur le terrain. Les archéologues creusent 2 ou 3 trous dans les années suivantes, histoire de voir si éventuellement il y a d'autres objets à découvrir, mais ils ne trouvent rien du tout. Il va falloir attendre 1986 et la découverte de nouvelles fosses pour mettre à jour les traces d'une civilisation jusque-là inconnue. Dans une de ces fosses, les archéologues retrouvent aux alentours de 1000 objets en jade, en bronze et en or, mais le plus intriguant, ce sont ces masques. Leur découverte vient bousculer l'histoire connue de cette région du monde et ça soulève évidemment beaucoup de questions. Les plus anciens vestiges de la Chine datent de la dynastie des Shang. Ils étaient au pouvoir à partir de 1570 avant Jésus-Christ et ils étaient principalement localisés dans la vallée du fleuve Jaune à environ 1000 km de Sanxingdui. Ils étaient particulièrement habiles pour travailler le bronze et on a retrouvé une grande quantité de poignards, de lances et surtout des objets plus imposants comme ce vase en forme de rhinocéros qui servait probablement pendant des rituels religieux. Le petit souci, c'est que les masques retrouvés à Sanxingdui sont d'une bien meilleure qualité et d'une plus grande finesse alors qu'ils sont bien plus anciens. On verra par la suite de quand ils datent réellement. L'utilisation de l'or est également assez curieuse pour la Chine, car ils utilisaient beaucoup de bronze et ce sont les seuls masques recouverts d'or que l'on a trouvés. Et évidemment, la question que vous vous posez certainement, et que les archéologues se posent encore, qu'est-ce que c'est que cette tronche ? Bon, ils ne se la posent pas avec ces termes, mais vous avez compris l'idée. C'est effectivement ce qui frappe le plus avec ces masques, ils ne ressemblent en rien au visage des Chinois. La création de masques n'est absolument pas répandue à l'âge du bronze en Chine. Par exemple, la dynastie Shang, qui était une grande et puissante dynastie, en faisait très rarement et c'était dans un usage décoratif. Concernant Sanxingdui, il semblerait que ce soit plutôt dans un but cérémoniel. Ces masques sont des anomalies à tout point de vue. Déjà, on ne faisait pas de masques à l'âge du bronze en Chine, on n'utilisait pas d'or et surtout, le faciès ne représente pas des Chinois.
Dans une autre fosse, les archéologues ont trouvé une impressionnante sculpture de bronze qu'ils ont appelée l'arbre aux esprits. Il a fallu 8 ans pour trouver de quelle manière s'assemblaient les pièces de cette statue de 3,96 m. Elle se divise en deux parties, la base qui est un trépied et le tronc qui lui est divisé en 3 segments. Les branches partent soit vers le haut, soit vers le bas et sur les extrémités on trouve 9 oiseaux. Le sommet de la statue n'a pas été retrouvé, les archéologues pensent que tout en haut se tenait un 10e oiseau. Tout en bas de la statue, on peut voir un dragon rampant le long du tronc. Les archéologues ont trouvé le socle d'un 2e arbre comme celui-là, et sur le trépied, il y a des petites figurines humaines à genoux dont il manque les bras. Mais si on s'en réfère aux autres statuettes, il est probable qu'elles tenaient dans les mains un objet sacrificiel. Cet arbre et les oiseaux qui y sont posés sont des intermédiaires pour communiquer avec les dieux. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, comme dans beaucoup d'autres civilisations anciennes, le peuple de Sangxingdui avait un arbre sacré. On en trouve par exemple chez les Assyriens, il se nomme Kiskanu. C'est également le cas chez les Sumériens qui nous offrent probablement la représentation la plus ancienne d'un arbre sacré avec celui de Sangxingdui. D'ailleurs, celui des Sumériens est accompagné d'un homme à droite, d'une femme à gauche et d'un serpent juste à côté d'elle. Un homme, une femme, un arbre et un serpent, ça me rappelle vaguement le début d'une autre histoire, mais dans le contexte de la Chine, c'est intéressant de voir qu'au pied de leur arbre sacré, il y a également un reptile, le dragon. Il y a un autre arbre sacré qui a un point commun avec celui de Sangxingdui, c'est l'arbre de vie de la Kabbale hermétique, que l'on appelle plus communément l'arbre de Séphiroth. C'est une représentation des lois de l'univers qui sont au nombre de 10. Le parallèle est intéressant car les historiens chinois pensent que l'arbre des esprits contenait à l'origine 10 oiseaux. Bref, sur le papier, ces peuples et civilisations n'ont évidemment aucun rapport et ne se sont pas fréquentés, mais je trouve ça fascinant de voir les similitudes dans la symbolique et la spiritualité. Il y a un autre objet qui a été retrouvé et qui est également perçu comme une anomalie, c'est un sceptre en or. Selon les archéologues chinois, il aurait appartenu à un personnage très important comme un empereur, s'il y avait à cette époque des empereurs, évidemment. Il présente également des gravures à une extrémité qui sont d'une finesse remarquable pour cette époque. Si le sceptre est considéré comme une anomalie, c'est pour 2 raisons. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est l'utilisation de l'or qui était très rare en Chine à cette époque. Et la deuxième, c'est que le sceptre n'est pas un symbole de puissance ou de domination pour les Chinois. À l'époque du néolithique, ils fabriquaient des chaudrons que l'on appelle ding. Ils étaient faits de terre cuite et servaient à l'alimentation quotidienne, mais à partir de la dynastie Shang, les artisans ont commencé à faire des chaudrons en bronze. Plus compliqués à réaliser et également plus coûteux, ils sortent petit à petit des cuisines pour devenir des objets décoratifs ou religieux, symboles de puissance et de domination. Le sceptre n'a pas de sens particulier en Chine à cette époque, il est donc tout à fait curieux de le retrouver dans les vestiges de cette civilisation qui, à mesure des découvertes, devient de plus en plus prestigieuse et mystérieuse. Le culte du soleil est présent sur quasiment toute la planète, et ça depuis un sacré paquet de temps. Dans l'Égypte antique avec le dieu Ra, en passant par la mythologie nordique, les Grecs et les Romains avec Sol Invictus, le soleil a toujours eu une place importante dans les religions et les mythologies, et c'est aussi le cas pour le peuple de Sangxingdui. Dans l'une des 2 fosses, les archéologues ont découvert cette roue solaire en bronze. Bon, ce n'est pas non plus très surprenant de trouver une vénération pour le soleil, car à cette époque-là, l'agriculture se développe de plus en plus et l'homme devient encore plus dépendant de son étoile. Les proportions des visages et des corps ne sont évidemment pas représentatives du physique de cette civilisation. Enfin, j'espère, parce que sinon... Cette statue, par exemple, en plus de mettre en avant leur connaissance avancée pour le travail du bronze, dénote une certaine pratique de l'art.
En 1996, 10 ans après les précédentes découvertes, l'histoire de la civilisation de Sangxingdui va à nouveau être bousculée. Les archéologues mettent à jour les murs qui délimitent les contours de la ville et découvrent qu'elle occupait une superficie d'environ 1200 hectares, c'est-à-dire 12 km². Pour cette période-là, c'est la plus grande cité connue de toute l'Asie. Même la dynastie Shang n'avait pas de ville de cette taille-là, alors qu'elle est reconnue comme étant une grande et puissante dynastie. D'ailleurs, en parlant de période, les archéologues arrivent à une datation plus ou moins précise des objets qu'ils découvrent et estiment que la civilisation Sangxingdui démarre aux alentours de 2800 ans avant Jésus-Christ. Alors, pour bien comprendre l'importance de cette découverte, il faut prendre quelques points de repère historiques. La première dynastie chinoise était la dynastie de Xia, et elle aurait régné de -2205 à -1767. Alors si je dis aurait régné, c'est parce qu'en réalité, l'existence de cette dynastie n'a jamais été prouvée scientifiquement. Elle a été intégrée dans l'histoire de Chine au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, mais aujourd'hui elle est considérée comme un mythe car aucun fait archéologique ne vient démontrer son existence. La première dynastie attestée par la science est celle des Shang, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Elle a régné de 1570 à 1045 avant notre ère, et c'est avec ses 525 ans de règne qu'elle forme la plus grande dynastie, et elle est même à l'origine de l'écriture chinoise que l'on connaît aujourd'hui. Bon, en fait, je vais pas aller plus loin dans la frise chronologique parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est le point de départ. Avant ça, le début de l'âge de bronze en Chine était situé entre 1900 et 1350. Eh bien, avec la découverte de Sangxingdui, tout a été reculé de quasiment 1000 ans. Autour des murs d'enceinte, on trouve des tablettes de jade couvertes de symboles religieux qui sont polies avec une très grande finesse et dont les trous montrent une très bonne maîtrise du perforage. Mais le plus intéressant, c'est que les archéologues ont découvert des kauris. Il s'agit d'un petit coquillage issu principalement de l'océan Indien qui était utilisé comme monnaie dans pas mal de pays du monde et notamment en Asie. Mais comme pour tout le reste, on ne pensait pas que ça pouvait remonter aussi loin. Les premières représentations de kauris découvertes en Chine remontent au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et elles portaient bien la notion de monnaie d'échange. Pour les kauris comme pour beaucoup d'autres choses, ça repousse les dates de 1000 ans en arrière. Je pense qu'il est temps de résumer un petit peu. Cette civilisation Sangxingdui maîtrise parfaitement la métallurgie avec laquelle elle fait des masques recouverts d'or. L'utilisation de l'or n'est pas commune en Chine à cette époque, mais ce n'est rien comparé au fait que les visages ne ressemblent en rien aux gens de cette région. D'ailleurs, ça ressemble même pas à des gens du tout. Elle a une spiritualité ou une religion bien établie. Elle couvre un territoire qui est le plus grand de toute l'Asie à cette époque. Elle fait probablement du commerce avec des peuples situés autour de l'océan Indien. Mais la question à laquelle les archéologues n'ont pas de réponse, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue ? On date le début de cette civilisation vers -2800 et nous n'avons plus aucune trace d'eux à l'an 800 avant Jésus-Christ. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun historien chinois ne mentionne leur existence et aucun écrit ne parle d'eux. Tout ce qu'on sait de leur disparition, c'est ce qu'on a trouvé dans les deux fosses. On sait qu'elles ont été creusées à peu près 30 ans d'intervalle et qu'ils ont volontairement brûlé ou cassé les objets avant de les enfouir dans un ordre précis. Et ensuite, plus rien. Ouais, plus rien. Mais plus rien du tout. Une civilisation émerge en moins de 1800, fabrique des objets magnifiques qui représentent des visages très particuliers. 2000 ans plus tard, ils cassent ces objets, les brûlent, les enterrent dans deux fosses et disparaissent. C'est un peu brutal comme fin, mais c'est comme ça.